Chers lecteurs, bonjour. Le 6 juin 1944, les Alliés, américains, anglais, canadiens et quelques Français, débarquèrent sur les côtes du Cotentin. Ainsi commença l'acte final devant aboutir à la débâcle du pouvoir nazi. La célébration annuelle de cet événement est une occasion de revenir sur cette période et comment elle a pu être réinventée. Il n'est pas question ici de discuter de l'interprétation des faits, de l'importance toute relative de ce débarquement, de la manière dont la propagande de chaque belligérant l'a présenté et ce que l'on doit en retenir aujourd'hui. Je parlais d'Uchronie. L'Uchronie est une partie du fantastique qui consiste à modifier un élément dans l'histoire et d'en tirer les conséquences. Il se trouve que j'ai écrit un recueil de nouvelles uchroniques. Les derniers seront les premiers. Dans Le Maître du Haut-Château, Philippe Cadic a développé un monde autour d'une victoire nazie. Ce n'est pas le meilleur roman de ce prolifique auteur, loin s'en faut, mais c'est l'un des plus célèbres. Dans Fatherland, Robert Harris avait adopté une démarche similaire. Dans Monsieur le Maréchal, une nouvelle que vous pouvez retrouver dans Les Derniers seront les premiers, j'adopte un autre point de vue. Je vous laisse maintenant découvrir celui-ci en écoutant cette nouvelle. L'encore général Maurice Gamelin regardait par la fenêtre de son bureau. Elle donnait sur la cour d'honneur de l'école militaire. Il travaillait là, désormais, pas très loin du ministère de la Guerre, pas très loin de là où il était né. Depuis l'armistice, il avait quitté le château de Vincennes. Le ciel était bleu, la prise d'armes se ferait sous un grand soleil. La cérémonie serait magnifique. On était en train de terminer les préparations du lieu. Les drapeaux pavoisaient déjà largement les fenêtres. Quant au mât central, au milieu de la cour, on y hisserait le grand drapeau bleu-blanc-rouge qu'au début de la cérémonie, en présence du président de la République, Albert Lebrun, et du nouveau président du Conseil, Édouard Balladur, celui à qui il devait une partie de sa carrière. Depuis la Première Guerre mondiale, Maurice Gamelin avait bien compris les imbrications entre la chose militaire et la chose politique, d'un point de vue pratique, s'entend. Les grandes réflexions à la Clausewitz sur la guerre comme poursuite de la politique par d'autres moyens, il les gardait pour ses livres. Mais la politique ne fait pas tout. Depuis ce jour de 1893 où il était sorti major de promotion de Saint-Cyr, il savait qu'il aurait un grand destin. Général après seulement 9 mois au grade de colonel. Et avant cela, il avait eu la chance de servir comme officier d'ordonnance le grand maréchal, Joseph Joffre. C'était un autre temps. Joseph Joffre était mort en 1931. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait plus qu'un seul maréchal en vie. Cet imbécile, ce plouc arrogant de Philippe Pétain. Pourquoi Clemenceau en avait-il fait le vainqueur de Verdun ? Quelle erreur politique ! Pétain était un défaitiste. Heureusement, le gouvernement l'avait écarté en le nommant ambassadeur en Espagne. Mais lui, Maurice Gamelin, était bien vivant. Son discours était prêt. Il y faisait l'éloge de son maître et taisait ses inimitiés. Il y faisait l'éloge de ses soldats et taisait sa rancune contre les communistes ou les fascistes, ces traîtres qu'il avait fallu parfois fusiller. Il y faisait l'éloge de la République et il y taisait son mépris des politicards de bas étage, prêts à tout pour des honneurs. Il ne pensait pas à son ami Édouard Balladur, non. Il se méfiait de Léon Blum, un juif et un socialiste, mais il n'avait jamais réussi à réellement le prendre en défaut de loyauté à la République et à la France. Non. Il pensait à des petites gens comme ce médiocre Pierre Laval. Il pensait à ces écrivaillons, ces polémistes, ces Doriot, Céline et consorts, des fascistes, des communistes, des soutiens des forces étrangères qui masquaient leur volonté de trahison au profit de chefs étrangers sous les accusations farfelues contre les juifs. Ce n'est pas que Maurice Gamelin aimait les juifs, non. Mais on ne pouvait pas les accuser trop facilement de tout non plus. Il se souvenait de l'affaire Dreyfus, comment les accusations portées contre ce juif idiot avaient divisé la France. Maurice Gamelin admirait l'obstination de Marie-Georges Picard. Quel dommage que celui-ci n'ait pas vu la reconquête de son Alsace natale, où, désormais, reposaient ses cendres. Un homme de cette trempe, capable d'oublier ses haines pour l'amour de la patrie, capable de sacrifier sa carrière pour la victoire de la vérité, qu'aurait-il pu faire lors de la Grande Guerre ? Peut-être aurait-il permis de gagner du temps et d'épargner ainsi bien des vies. Maurice Gamelin admirait bien des gens. Et aujourd'hui, il entrait parmi eux. En les admirant, en révélant son admiration dans son discours, il se hissait au firmament des héros. Il rejoignait ces héros. Il se demanda soudain s'il n'était pas victime d'un orgueil démesuré.
Il était chef d'état-major depuis 1931, l'année de la mort de son maître, Joseph Joffre. C'était sans doute un signe du destin. Il était le successeur de son maître. Comme lui, il allait devenir maréchal. Depuis Saint-Cyr, Maurice Gamelin était de toutes les façons habitué à être admiré et honoré. Ne faisait-il pas partie des grands penseurs de la chose militaire, lus en Allemagne comme en Italie, en Angleterre ou en Russie? Certes, au début des années 1930, certains lui reprochèrent ses conceptions archaïques, dépassées, figées en 1914. Oui, il avait été nommé comme conservateur. On voulait rassurer le gouvernement. Mais rien ne vaut un conservateur pour mener des révolutions. Maurice Gamelin était certes un meneur d'hommes et un tacticien hors pair, mais il était aussi un intellectuel. Il savait écrire, mais il savait aussi lire, comme les thèses publiées par des élèves officiers ou des officiers. Et puis les conflits menés par les puissances ennemies au fil de ces dernières années, la guerre civile espagnole par exemple, lui avaient servi de leçon. Alors, en 1939, il avait déchiré les vieilles thèses et les vieux plans, ceux que les Allemands possédaient sans doute. Il avait bien sûr armé la ligne Maginot pour en faire un rempart afin de bloquer les contre-offensives, mais il avait foncé avec des troupes motorisées sur la Ruhr par la Sarre. Adolf Hitler avait commis une erreur de débutant, une erreur d'arrogant psychopathe. Il n'avait pas écouté les vieux officiers prussiens, pas assez fidèles, pas assez carpettes, pas assez nazis. Non, l'Autrichien avait envoyé presque toutes ses troupes en Pologne, et tous ses chars, tous ses avions. À l'ouest, il ne restait que des cavaliers, des vieux, de la piétaille de seconde catégorie, sans encadrement véritable. Alors Maurice Gamelin avait envahi l'Allemagne. Il avait fait sauter les ponts sur le Rhin, sauf 2. Il avait pris Francfort, il avait pris la ligne Siegfried par l'arrière. L'armée allemande avait été écrasée. Alors Erwin Rommel avait pris les choses en main. Adolf Hitler avait été écarté. Il avait disparu. Les troupes du front Est avaient tenté de venir combattre à l'Ouest. Trop tard. Les Polonais avaient envahi la Prusse orientale. Ils avaient découvert que les Soviétiques s'apprêtaient à attaquer. Les Baltes s'étaient unis et mobilisés aux côtés des Polonais. Joseph Staline peinait depuis à expliquer ses mouvements de troupes. Le pacte germano-soviétique n'était-il bien qu'un traité de non-agression? Joseph Staline en jurait. Il protestait de sa bonne foi. Mais il était de plus en plus évident qu'il aurait donné le coup de grâce à la Pologne une fois celle-ci ravagée par les Allemands, et qu'il aurait reconquis les territoires perdus en 1917 par l'Empire russe. Erwin Rommel était un officier de qualité, mais c'était un ennemi malchanceux. Il n'avait pu que négocier l'armistice. La Sarre devenait française pour de bon. Les Anglais récupéraient quelques îles et un protectorat sur la région de Hambourg, d'où ils avaient débarqué. La Ruhr devenait un protectorat de Rhénanie. La Prusse était réduite à sa portion congrue, d'autant que le Danemark en avait profité à quelques jours de l'armistice pour donner un coup de poignard dans le dos aux Allemands en reprenant le Schleswig-Holstein, sans rencontrer la moindre résistance. Autriche et Bavière devraient rester unis en un État de Bavière. C'était là que résidait la dernière grande difficulté. L'Italie aurait dû s'engager dans la guerre aux côtés d'Hitler. Mais Benito Mussolini était bien le lâche que Maurice Gamelin pensait. Non seulement il n'en avait rien fait, mais il avait même profité de la déroute allemande pour envahir le Tyrol. Finalement, on en revenait à la situation voulue par les fascistes italiens avant l'Anschluss. Maurice Gamelin se retourna. Dans ses pensées, il avait besoin de retrouver une carte d'Europe. Celle qui était accrochée dans son bureau était désormais clairement obsolète. Toute l'Europe centrale était bouleversée. Il allait falloir recréer un État tchèque. Les Slovaques se jetaient dans les bras protecteurs des Polonais. Après la Yougoslavie, une autre confédération slave était en train de naître. On disait que l'Ukraine bougeait beaucoup. Si celle-ci basculait dans le camp polonais, l'Union soviétique ne s'en relèverait pas. Et il y avait une chose que Maurice Gamelin avait désapprouvée. Mollement, il est vrai. Mais humilier un adversaire n'est jamais bon. Seuls les politiques, mus par la volonté du coup d'éclat, aimaient cela. Faire défiler les tirailleurs sénégalais à Nuremberg sur les emplacements des fêtes nazies, les nazis en avalaient leur chapeau. Il y avait aussi le problème de la Prusse orientale. Les Allemands avaient fui. Les Juifs spoliés en Allemagne s'y étaient réfugiés. Et les nombreux Juifs polonais soutenaient la création d'un État juif là-bas. Après tout, pourquoi pas? Édouard Balladur était pour. Maurice Gamelin haussa les épaules. Les Juifs.
toujours les Juifs. Ils avaient l'art de se mettre dans des situations mettant tout le monde dans l'embarras. Soupirant, le général se dirigea vers son bureau et s'y assit. Il y avait un parapheur rempli de lettres à signer. La cérémonie n'aurait lieu que dans plus d'une heure. Et il était déjà habillé en grande tenue, tout prêt à recevoir son bâton de maréchal des mains du président de la République. Autant travailler pour s'occuper au lieu de perdre son temps en rêverie. Maurice Gamelin ouvrit donc le parapheur. Et il se saisit d'une plume pour apposer sa signature en bas de chaque courrier. Général, c'était avant tout un boulot de bureaucrate. La première lettre s'adressait au roi d'Angleterre. C'est une réponse aux félicitations reçues pour sa nomination à la dignité de maréchal. Le texte avait été rédigé par le ministère des Affaires étrangères. Maurice Gamelin en apprécia le style élégant, et il apposa sa signature avant d'écraser un buvard sur le papier. Quelques secondes à attendre, lettre suivante. Dès les premières lignes, le sang de Maurice Gamelin se mit à bouillir. Quel était l'imbécile qui avait invité Philippe Pétain à la cérémonie de remise de son bâton de maréchal et se désolait maintenant qu'il ne pût y venir, retenu en Espagne par ses obligations d'ambassadeur. Maurice Gamelin détestait Pétain, et c'est d'ailleurs réciproque. Jamais il ne l'aurait invité. Le général se précipita à la porte de son bureau, l'ouvrit et hurla à l'attention de sa secrétaire « Où est le colonel ? Appelez-le immédiatement !» Puis il referma la porte et retourna s'asseoir. Bientôt, on frappa. « Entrez !» Le colonel qui entra se mit au garde-à-vous. Il était trop grand, et son nez énorme devait le déséquilibrer, ses oreilles le freinaient. Il était laid. Voilà, Maurice Gamelin ne l'aimait pas parce qu'il était laid. Et aussi parce qu'il le dépassait de plus d'une tête. Enfin, il avait écrit ce livre de tactique il y a quelques années, qui aurait dû être signé par Philippe Pétain. Mais cette perche arrogante avait voulu signer son œuvre, elle avait publié à son nom. Maurice Gamelin, soudain, se dit qu'il était sans doute sévère avec cet officier plutôt bon, qui lui avait inspiré sa tactique. « Colonel, qu'est-ce que ce courrier ? Qui a invité Philippe Pétain ?»« Mais monsieur le maréchal Pétain est le seul autre maréchal vivant. Il allait de soi qu'il fût invité. »« Allez de soi ! Non, cela n'allait pas de soi, colonel. Cette baderne défaitiste aurait mené la France au désastre si, par malheur, ce soi-disant vainqueur de Verdun avait été à ma place. Et c'est nous qui aurions demandé l'armistice. Je me réjouis chaque jour de sa nomination en Espagne. » Cependant, monsieur le maréchal, il était simplement nécessaire de l'inviter, eu égard aux convenances. Il se trouve qu'il ne pouvait pas venir. Ainsi, les convenances ont été respectées, sans l'inconvénient de sa présence. De plus, il garde de nombreux admirateurs qui se seraient mués en adversaires si vous l'aviez vexé. Il est vrai qu'il se vexe facilement, le bougre. Il a été votre maître, n'est-ce pas ? J'ai eu l'honneur de le servir, mais nous sommes aujourd'hui, disons, brouillés, à cause d'un livre que j'ai écrit, que je lui ai dédicacé. Oui, je sais, il aurait aimé le signer lui-même. Bon livre, il est vrai. Merci, monsieur le maréchal. Maurice Gamelin s'était radouci. Il était prompt à la colère, mais savait écouter. De toute évidence, ce garçon était certes une teigne arrogante, mais il avait du sens politique. Inviter un rival en sachant que l'invitation ne pourrait pas être honorée. Vicieux. Le nouveau maréchal regarda plus attentivement le courrier destiné au vieux. En fait, le texte parfaitement ciselé. Aucun mot ne pouvait être considéré comme vexant. Le texte témoignait même d'un respect élevé envers un aîné. Mais quand on lisait entre les lignes, on y décelait bien une forme de mépris et de jouissance à ne pas avoir à subir la présence du destinataire. Pas de doute. Ce colonel était une plume destinée à de hautes fonctions et à une carrière littéraire. Posant les coudes sur son bureau, les doigts croisés sous son nez, Maurice Gamelin regardait le colonel trop grand. Soudain, il sourit. Ce type devait avoir les pieds qui dépassaient dans les lits militaires. Le maréchal s'amusait de cette idée. « Colonel, vous êtes un insolent, mais je dois admettre que vous avez une forme de génie. »« Merci, monsieur le maréchal. Nous avons besoin d'un officier en Indochine pour diriger une mission de soutien à la République chinoise contre les Japonais. Que les jaunes s'entretuent nous est indifférent, mais les Japonais s'étendent, menaçant nos possessions en Polynésie et en Indochine, ainsi qu'Hawaï. Une guerre entre Américains et Japonais est une éventualité qu'il faut préparer. » Le colonel Charles de Gaulle déglutit. Voilà une mutation qui n'allait pas plaire à sa femme, Yvonne. Peut-être pourrait-il négocier une promotion. Avoir ses étoiles de général de brigade lui plairait.